10 tonnes, c'est la quantité de ciment que des scientifiques ont dû écouler dans un nid de fourmis champignonistes pour révéler sa structure ultra complexe recouvrant une surface de 46 mètres carrés et allant jusqu'à 8 mètres de profondeur. Stylé. En Asie, il y a des fourmis tisserandes qui utilisent la soie de leurs larves pour tisser des nids dans les arbres. En fait, la soie sert à relier les feuilles des arbres, ce qui forme des espèces de cocons dans lesquels les fourmis vivent en hauteur. En Europe, on a les fourmis rousses des bois qui construisent des dômes d'aiguilles de résineux. Ces dômes, ils peuvent aller jusqu'à quasiment 2 mètres de haut et elles ont plein de méthodes pour thermoréguler le nid en fermant ou en ouvrant des portes du nid. C'est assez énorme. Je pourrais continuer comme ça à vous donner plein d'exemples de différents comportements de nidification au sein des fourmis et même au sein des insectes sociaux. En revanche, il y a un comportement commun aux organismes sociaux qui permet d'expliquer comment ces insectes se coordonnent pour mettre en place ces architectures. C'est d'ailleurs ce même mécanisme qui permet aux fourmis de trouver la piste de fourragement la plus rapide ou bien stocker tous les déchets au même endroit. Aujourd'hui, c'est ce comportement-là qu'on va pouvoir observer tous ensemble. J'ai vraiment hâte de vous montrer ça. Bonjour tout le monde, vous êtes sur la chaîne d'Utilitropod. Si vous êtes nouveau ici, enchanté. Je maintiens chez moi en captivité des petites bêtes qu'on appelle arthropodes et j'aime bien vous parler de la science qui gravite autour. J'élève plein de fourmis chez moi et pourtant je n'ai jamais pu les observer construire leur propre nid. En général, quand on élève des fourmis, on le fait la plupart du temps dans des nids artificiels, ce qui marche très bien, mais ça nous empêche quand même d'observer une grande partie de leur comportement. Il y a quelques mois de ça, j'ai installé mes fourmis dans un nouveau type de nid et j'ai tout filmé. Je laisse mon ex-moi reprendre le cours de cette vidéo. J'ai un pote qui a fabriqué un type de nid. Ce pote, c'est Gabriel de chez Fourmis Bio. Je pense que vous le connaissez et que vous connaissez son nid puisqu'il l'a fait en collaboration avec Toupette. D'ailleurs, attendez, bougez pas, je vais vous le chercher. Donc c'est un nid creusable qui va permettre la création de galeries ici dans la partie de sable. Au final, l'équivalent de potentiellement ce qu'on pourrait voir dans un nid naturel, mais en 2 dimensions. Ça va déjà nous permettre d'observer vraiment la création de galeries. Alors, je fais un petit disclaimer, mais moi je suis pas là pour vous vendre le nid, je suis pas là pour vous faire une review du nid, juste Gabriel c'est un pote, j'ai aucun doute pour mettre mes colonies dans ce type de nid et je suis même plutôt pressé de voir ce que ça va donner. Aujourd'hui moi plutôt ce que je vous propose c'est d'installer une colonie dans ce nouveau nid et ça va nous permettre d'observer et de comprendre comment les fourmis vont faire pour aménager un nouvel espace de vie adapté à leurs besoins. Ok, donc la colonie que j'ai choisi de mettre dans le nid Toupette, c'est ma colonie de Camponotus parus. Ça faisait un petit moment qu'on n'en avait pas parlé. C'est une colonie qui va super bien depuis cet été, elle a bien progressé. J'ai mis du temps un peu à trouver les paramètres qui allaient bien, machin et tout, et j'estime la population à environ peut-être 200-300 ouvrières max. Ce qui est déjà pas mal, j'espère que ça va rentrer dans le nid quand même. Alors pourquoi j'ai choisi cette espèce? C'est une espèce qui apprécie l'humidité, et on va avoir pas mal d'humidité dans ce nid quand même, pour être sûr que la partie creusable, donc là où les fourmis vont creuser dans la vitre, ça puisse bien s'agréger et bien tenir. Vu qu'elle s'est bien développée, ça matchait super bien puisqu'on va pouvoir vraiment voir des belles galeries et tout, en tout cas j'espère. Et c'est une fourmi qui est moyennement grande et donc ça c'est purement un simple avis, c'est un pari que je fais. Je pense qu'étant donné la taille des fourmis, on va avoir une super visibilité dans ce nid là puisque ça match pile poil avec l'épaisseur en fait des 2 vitres que vous avez là. Je pense qu'on va vraiment avoir des galeries hyper clean et puis voir des Camponotus dans ce type de nid, pour les myrmécos qui regardent, j'ai l'impression que ça change un peu d'habitude. Ou pas. Je fais un petit topo sur l'ancien setup, c'était complètement le bordel. Donc ici, on a la partie nid, qu'on est vraiment sur une boîte plastique de rangement classique. À l'intérieur, il y avait 2 tubes, ils sont remplis. Et cette partie-là, donc qui est la partie nid, est reliée avec une aire de chasse qui, elle, je trouve plutôt clean, en full vert, aucune décoration dedans, mais c'est vrai que ça met bien en valeur les fourmis quand même, donc je trouve ça super joli.
Comme vous pouvez le voir dans l'aire de chasse, les fourmis elles sont super actives. D'ailleurs on peut voir là pour l'instant du coup vu que le tapis est sous l'aire de chasse, elles ont déjà commencé à foutre des cocons juste là. Petit point par rapport à l'ancienne vidéo que je vous ai faite, où ça devait être un truc du style Camponotus parius, la plus agressive, vraiment un truc comme ça. On avait filmé la chasse de drosophiles qui était quand même assez impressionnante je dois dire. En vrai de vrai, il y a plein d'autres espèces beaucoup plus agressives. Hein. Je sais pas qui a fait cette vidéo mais... Bon, pas ouf. Bon, eh bien écoutez, je pense qu'on va pouvoir passer au déménagement. Hop, je vais brancher ça comme ça. Je vais prendre les ouvrières de l'aire de chasse à la petite pince en tomo pour pas les abîmer. Et puis je vais les déposer dans l'aire de chasse pendant que les autres seront déjà en train de migrer pour aller chercher du creusable et du chaud. Si c'est pas parfait, ma foi, c'est parti. A few moments later. Ça y est les amis, tout est connecté, l'aire de chasse est vidée, complète. Comme d'hab, il me manque plus qu'à vous décrocher du trépied. On va aller voir tout ce qui peut se passer au moment de la formation des galeries chez une espèce de Camponoptus. En plus, je suis trop content. C'est parti, je vous décroche. Ok, je vous propose de regarder de plus près ce qui s'est passé. Dès que je me suis mis à vous filmer ces images, j'ai remarqué que les ouvrières commençaient déjà à observer le nouveau terrain et elles ont trouvé assez rapidement l'entrée du mur creusable. J'ai l'impression que dès que la première ouvrière est entrée en contact avec le substrat, elle a tout de suite eu le réflexe de creuser. Et ce qui est marrant, c'est que d'autres ouvrières ont trouvé d'autres endroits qui leur semblaient creusables, et chacune a continué dans son coin pendant un petit moment à creuser, et à première vue, elles avaient pas l'air très organisées. Après, assez vite, d'autres ouvrières sont venues aider celles qui avaient commencé au bon endroit, mais j'avoue qu'elles avaient pas l'air hyper douées, et qu'en les regardant à l'échelle individuelle, on est loin de leur réputation de travailleuses organisées et méticuleuses. Après tout, il y en a qui ont quand même pas perdu espoir et qui ont visiblement compris qu'il y avait quelque chose à creuser à cet endroit, et petit à petit, la petite dune de sable s'est formée sous l'entrée du nouveau nid. Et c'est à partir de là en fait que c'est allé très vite et de plus en plus d'ouvrières se sont ajoutées au chantier. Alors concrètement, comment est-ce qu'on est passé d'une pauvre ouvrière qui manque d'ensevelir sa sœur à une cinquantaine de travailleuses œuvrant dans le même but? En réalité, personne n'a donné d'ordre supérieur, ni la reine, ni la première ouvrière de tout à l'heure a dit à tout le monde « Hey, il faut creuser ici, c'est moi que j'ai raison ». Non, la décision a été prise de manière collective. Tout part d'un mécanisme finalement assez simple appelé stigmergie. Notre première ouvrière arrivant devant le trou de sable a commencé à enlever de la terre. Jusqu'à là, on est d'accord. En faisant cette action, elle a modifié l'environnement et laissé une trace odorante, une phéromone. Et cette trace, elle va inciter la prochaine exploratrice à faire de même. Vu qu'il y a toujours du sable à creuser, quand la prochaine ouvrière va passer, elle va à son tour creuser et elle va à son tour renforcer ce même message en ajoutant une deuxième phéromone. Ce qui ne sera peut-être pas le cas un peu plus loin si là-bas il n'y avait rien à creuser. L'odeur va donc finir tout simplement par s'estomper. Ce simple mécanisme agit en fait comme une sélection des informations justes. En laissant juste un signal dans l'environnement et en le maintenant ou non, les fourmis sont capables de ça. Recrutement massif pour une action donnée. Regardez-les escaver tout ce sable, ça va si vite, tout le monde plonge et on est très loin de nos deux ouvrières pas dégourdies d'il y a 30 minutes. Bon, le creusage des nouvelles galeries était carrément lancé et je me suis juste régalé à vous filmer ce processus de fou.
En fait, en une nuit, une grande majorité du sable a été excavé pour laisser place à cette structure. Un énorme trou là où le sable s'était effondré tout à l'heure, et quelques couloirs bien clean. Alors que je pensais que la construction était presque finie, c'est seulement quelques jours plus tard que le nid a atteint sa forme finale, si je peux dire, qui était pour le moins surprenante. Beaucoup plus de sable a été enlevé et des sortes de chambres aux parois super fines se sont formées. Maintenant, il reste tellement peu de sable que j'ai dû ajouter des mousses en hauteur pour pouvoir continuer à humidifier le nid correctement. Alors comment est-ce qu'elles ont pu faire ça? De ce que j'ai pu lire, dans le milieu naturel, les fourmis sont toujours capables de creuser pile l'espace dont elles ont besoin selon le nombre qu'elles sont au tenté. Visiblement ça rentrait tout juste vu tout le sable qui est parti. Je pense que je vais pouvoir leur acheter un nouveau nid plus grand pour cet été. Les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Ça fait trop plaisir de refaire des vidéos, ça faisait bien longtemps, on va pas se mentir. Dernièrement, j'avais pas du tout le temps de faire des vidéos parce que j'étais en pleine fin d'études. D'ailleurs, ça y est, j'ai mon master, hipipipora, ça fait plaisir. C'est pas du tout la motive qui manque, hein, mais juste, je peux pas m'organiser parce que je sais pas trop ce que je fais sur les prochains mois. Maintenant, là, depuis le temps, il y a eu plein d'évolutions dans mes élevages et j'ai genre 1000 idées de vidéos. Enfin bref, vous avez compris, il y aura des prochaines vidéos, mais quand ? Ça, je sais pas trop. En attendant, si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner et à liker, puisque effectivement, un jour peut-être, il y aura des vidéos. Je vous dis à la prochaine. Ciao!